Au-delà de la politique et des réalités conjoncturelles liées à la sécurité, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, culturels ou sociaux, jeunes ou adultes de tout genre, alphabétisés ou non alphabétisés, venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font le Mali. Dans ce premier numéro de votre magazine Made in, consacré exclusivement aux grands acteurs du développement, nous partons à la rencontre de ces exemples, ou du moins de ces modèles de réussite qui font le Mali et qui créent de la valeur ajoutée. Dans ce premier numéro, nous parlons agriculture, environnement, mines et transport. Pour en parler, deux invités, j'allais dire deux brillants invités, Malé Damfaga, directeur général de l'ASAM, et Yacouba Kébé, un communicant hors pair. Monsieur Damfaga, bonjour et bienvenue sur ce plateau. En quelques mots, qui est Monsieur Malé Damfaga? Monsieur Malé Damfaga est l'aîné des 5 enfants du général Damfaga qu'on ne présente pas. J'ai été appelé récemment à prendre la tête de la direction générale de l'assistance aéroportuaire du Mali, suite à un malentendu entre le partenaire technique et l'État et les partenaires privés. Merci, M. Damfaga. Yacouba Kébé, je le disais, est un communicant hors pair. Le communicant que je suis connaît ses valeurs et son talent. Et il est aujourd'hui le coordinateur d'un concept qui se fait appeler la diplomatie de l'information, ou du moins la révolution de l'information. Kébé, d'où vient cette initiative? L'initiative vient d'un constat, celui qu'il faut changer le visage de l'information et de la communication au Mali. Et donc, la révolution, c'est assez prétentieux, on va nous dire, mais l'idée de la révolution, c'était de présenter pour une fois au Mali un concept global d'information pour que les décideurs, tous les acteurs, comme vous dites, du développement, puissent, en un coup d'œil dans une revue, en regardant un magazine, en allant sur Internet, puissent s'informer et de cette information avoir des outils stratégiques de décision. Donc, à partir de là, nous avons mis sur le marché malien depuis le 1er juillet 2019 7 revues thématiques que j'ai ramenées avec moi. Vous avez la revue Leaders qui parle globalement des acteurs économiques du développement. La revue BTP et Transport. Vous avez la revue TIC et Société. Vous avez la revue Mines et Communauté. Vous avez la revue Art et Culture. Vous avez la revue Environnement et la revue Agriculture. Donc, ces 7 revues veulent toucher chaque secteur en se donnant le temps de faire des analyses poussées dans chacun des domaines. La révolution, ce n'est pas seulement que de mettre à disposition des revues, c'est aussi, bien sûr, faire en sorte que ces informations puissent être accessibles à toute la population. Donc, à partir de là, les revues sont déployées sur une plateforme que nous appelons le kiosk.ml. C'est une application que tout le monde peut télécharger aujourd'hui sur Android ou sur iOS. Et au-delà de ça, il y a ce magazine Made in qui vient concrétiser l'esprit de la révolution pour que les gens aient une idée globale de ce qui se passe de bon au Mali. L'objectif que nous visons tout simplement, c'est de pouvoir vendre le Mali autrement. Et nous pensons qu'à travers cette dynamique-là, nous pouvons offrir un autre visage du Mali à l'extérieur et même à l'intérieur. Vendre le Mali, vous l'avez dit, c'est très important. Et comme vous le savez, les sociétés minières sont le plus souvent victimes d'un procès en sorcellerie, alors qu'elles font de belles choses. Et nous avons été récemment dans une société minière, c'est le complexe Lolo Gongoto, une société détenue par le groupe Barrick, qui vient de lancer un centre de formation qui a pour vocation de préparer l'après-mine, ou du moins une alternative à l'orpaillage. Élément de réponse dans ce reportage. Ils sont jeunes, âgés de 18 à 30 ans, et proviennent de localités abritant des sociétés minières ou des sites d'orpaillage. Dans un environnement où leurs camarades ne jurent que pour l'activité minière, représentant près de 95% du mouvement économique dans leur localité, ces jeunes ont décidé d'emprunter un autre chemin, celui de l'entrepreneuriat agricole. À la base de leur choix, une initiative de la société minière de Loulou qui a pour vocation de préparer l'après-mine. Nous avons une vision ici à la mine, c'est vraiment la création et le partage de valeurs avec toutes nos parties prenantes. Et nous pensons aussi que les communautés référentes font partie intégrante de notre business. Donc nous avons un peu réfléchi, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut créer, quel est un pôle économique qu'on peut créer qui
puisse maintenir les emplois après le départ de la mine. Donc, nous avons pensé à créer une école agricole qu'on appelle le Centre Agrobusiness de Sakola, où on entend former par cycle 100 apprenants de la localité. C'est un projet gigantesque que le complexe Loulou Gunkoto a mis en place. Nous sommes très ravis, très satisfaits de cet investissement à l'endroit aussi de l'agriculture, mais à l'endroit aussi de la jeunesse. Nous sommes très fiers de ces investissements-là et ces investissements-là ne seront pas peine perdue. Les jeunes de la localité se retrouvent dans ce projet. Au départ, ils étaient très hésitants du fait de la forte tentation liée à l'activité minière ou à l'orpaillage. Mais aujourd'hui, ils en ont foi et se bousculent aux portes du centre de formation. Non seulement heureux de la nouvelle orientation professionnelle, les jeunes du centre croient en la valeur ajoutée du secteur agricole. Hors l'orpaillage ou hors l'immigration clandestine, il y a bien d'autres façons de vivre mieux. Ça, c'est la promotion de l'agriculture, surtout le maraîchage. Dans tous ces aspects, le maraîchage, comme on appelle l'agroforesterie, l'embauche bovine et ainsi que la pisciculture. Et aussi, sans oublier, la production des volailles. N'i ye sɛnɛ kɛ n'i ye mun kɛ dugukolo kan a b'i sɔn o de la parce que fɔlɔ la an kun bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo kan an kun t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔko manqué bɛ se ka na jiko manqué bɛ se ka na bon ji limite ka kan ka kɛ sɛnɛfɛn kɔrɔ ka dan niveau mun na an y'o dɔn nɔgɔ ka kan ka don ka se niveau mun na an y'o dɔn place ka kan ka bɔ cogoya mun na an y'o dɔn an kɔndali donna kosɛbɛ o de y'an bange ye tunganata ma o de y'an bange ye sanu baara ma. L'investissement pour l'opérationnalisation du centre agrobusiness de Sakola et l'accompagnement des jeunes formés est évalué aujourd'hui à plus de 2 milliards de francs CFA. Les premiers produits du centre sont déjà en activité. Ils ont bénéficié de l'appui de la mine pour accéder à un prêt bancaire et un titre foncier. Aussi, leurs fermes ont toutes été dotées d'un système intégré d'adduction d'eau potable. On peut dire vraiment mine merci, mine est en demain Satogola. C'est la mine de même bakayo au rola Kasato Dama, Rangol. Vraiment. On met mine fola Bargada. Tiens, là, on peut dire alhamdulillah. Comme à Yamala Tourmina. On peut garder Dondon Kano, Cheo Bambulo, Jumzan Beno, et Globan Beno. Bon, ailleurs, Jolem Yoram Natanto. C'est un peu fait à l'aïga, Kabado Kano. Bon, gagne, est-ce que un peu remenantina Claolare? Parce que Chamambora allait là. Et aller demain quelque chose. Ces deux jeunes, Souleymane Sissoko et Modibo Numonko, font partie de la première cohorte du centre de formation. Avec l'appui technique et financier de la mine, ils ont lancé leur propre business et représentent aujourd'hui un modèle de réussite pour de nombreux jeunes de la localité. Grande est notre joie de voir que ces jeunes-là commencent maintenant à prendre leur envol et qui ont même déjà commencé à payer leur crédit. Et nous n'attendons pas à nous arrêter là. Nous sommes tous conscients que la mine elle a une durée de vie, mais vraiment ce qui est important, c'est de laisser une trace, un héritage aux communautés et aux pays dans lesquels nous opérons pour que ce ne soit pas un mauvais souvenir, mais plutôt un bon souvenir. Contrairement à la perception collective, fondée sur des jugements infondés quant à la valeur ajoutée des mines, Rangol intervient beaucoup auprès des communautés locales. En plus des taxes et impôts versés régulièrement à l'État ainsi qu'aux collectivités, la société initie de nombreux projets à fort impact social. Le centre agrobusiness de Sakola, un investissement de plus de 2 milliards de francs CFA, illustre à bien des égards la détermination de la mine à faire profiter les communautés de ses dividendes. Voilà un reportage assez intéressant, M. Damfaka. Vous qui êtes originaire de Kenyeba, quel est votre sentiment face à ce reportage? Ce que je peux dire, c'est que c'est une très bonne initiative. Encore faut-il pouvoir convaincre la population de la zone pour un changement de mentalité. Vous savez, mes parents qui sont dans cette zone sont plus portés sur l'orpaillage et la chasse. L'agriculture n'est pas le fort de cette région, malgré les grands potentiels de vallées fluviales, telles que la vallée de la Falémé.
à travers l'initiative de cette société minière, et à ce que j'ai vu, les jeunes qui commencent à s'initier à l'agriculture, si on leur apprend les techniques et qu'on les aide sur une période de 5 à 10 ans, je pense que toute la population de la zone pourra s'y mettre. Alors, Kébé, avec vous, c'est très important. Les sociétés minières ne sont pas du tout comprises. Elles font des choses qui ne sont pas connues parce que quelque part, il y a un problème de communication, ou du moins, est-ce que dans un ensemble, la communication institutionnelle souffre au Mali? Je ne veux pas dire que la communication institutionnelle souffre au Mali parce qu'elle est en train de prendre ses marques. Il y a un environnement qui permet justement à cette communication de se déployer aujourd'hui. Nous avons connu différentes étapes dans la gouvernance malienne. On est passé des années Modibo Keïta aux années Moussa Traoré où la communication a souffert un petit peu, on va dire entre guillemets, de cette dictature-là. Mais aujourd'hui, les réseaux s'ouvrent. On a l'avantage d'avoir une multiplicité d'acteurs de la communication. Donc, au niveau de la communication institutionnelle, normalement, on devrait avoir une certaine facilité et beaucoup plus de répondants au niveau de l'État ou des entreprises ou encore des ONG. Maintenant, le constat que nous faisons, c'est que malheureusement, l'envie est souvent là, les dispositifs législatifs sont souvent là. La seule difficulté, c'est qu'on n'y consacre pas souvent le budget. Ça, c'est un premier problème. Et le second problème, c'est qu'on ne laisse pas les professionnels de la communication faire le travail de la communication. Les mines, contrairement à l'État ou encore à certaines structures internationales ici, les mines investissent dans la communication. Mais comme vous dites, c'est aussi un paramètre à maîtriser, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que la communication s'adresse d'abord à la population. On a Jean Abraham qui disait que communiquer, c'est comprendre celui qui nous écoute. Donc, si on ne comprend pas les populations, on ne peut pas leur apporter le message institutionnel qu'il faut. Donc, la communication institutionnelle, en gros, ce n'est pas sorcier, comme on dit, mais c'est de trouver le moyen de dire ce qu'il faut dire aux populations pour qu'elles adhèrent à des valeurs, pour qu'elles adhèrent à un concept. Et souvent, les mines, malheureusement, sont catégorisées d'abord par le fait de prendre l'or, faire en sorte que l'or ne brille pas, comme on dit pour tout le monde. Mais je pense que la communication peut changer cette tendance-là. Et ce reportage nous le prouve parce que ça montre qu'il y a d'autres initiatives pour justement associer les populations de la région de cette mine-là au développement, non seulement de leur région, mais aussi au développement de l'entreprise parce que faut pas être naïf. Une entreprise minière, quand elle fait ce genre d'activité aussi, ça rentre dans le cadre d'un programme bien connu, ça rentre dans le cadre de la RSE à leur niveau. Alors, M. Danfara, DG de l'ASAM, ASAM aujourd'hui est un modèle de partenariat public-privé. La société reverse depuis bientôt 4 ou 5 ans 2,5 milliards en termes de dividendes à l'État. La société emploie 600 agents. Aujourd'hui, il faut le dire, sans état d'âme, c'est un exemple de réussite, mais qui n'est pas toujours compris. Merci Maïga. Effectivement, on a dit beaucoup de choses sur ASAM dans les médias. Et tout à l'heure, Kébé l'a souligné, il y a un problème de communication. Au Mali, on confond souvent communication et journalisme. Un bon communicant ou un bon communicateur n'est pas forcément un bon journaliste. Un bon journaliste n'est pas forcément un bon communicateur. Bon, ASAM a été créé en 2007 et jusqu'à aujourd'hui, peu de gens savent réellement comment a été créé ASAM, quels sont les actionnaires. Or, ASAM est détenu à 51% par l'État, 30% par les privés maliens, 4% par le personnel historique et 15% par le partenaire technique et financier, qui est une société malienne franchisée par un groupe français qu'on appelle le groupe Europe Handling. C'est pour avoir le label qualité, la crédibilité et le respect des normes aéronautiques. Donc, effectivement, ASAM a 600 agents, dont 85% ont moins de 30 ans. C'est l'entreprise la plus pourvoyeuse d'emplois. Et c'est dans l'entreprise où on peut facilement grimper, même si on n'a pas un niveau d'études très élevé. Vous avez ceux qui rentrent comme Manut, qui se retrouvent comme chef pistard. Donc, ils vont de bas de l'échelle, ils se retrouvent en haut avec un salaire conséquent que même l'administration ne paye pas à ses plus hauts cadres. Et nous versons pas 2,5 milliards de dividendes, mais de dividendes d'impôts et d'impôts divers. Okay. C'est là depuis à peu près 6 ans. Et moi, j'ai été appelé récemment parce qu'il y a un malentendu. L'État a concédé la délégation de gestion de ASAM à son partenaire technique et financier. Je crois qu'il y a une incompréhension au niveau du conseil d'administration. C'est pour cette raison, j'ai dit tantôt, j'ai quitté ASAM en janvier. On m'a rappelé justement pour essayer d'assurer la période de transition, le temps que l'État puisse s'entendre avec les autres partenaires.
Donc, quand je suis arrivé, j'ai été 2 ans DGA. Déjà, quand j'étais DGA, j'avais commencé à impulser ma vision du management. Et quand je suis arrivé, c'est ce que je continue. Mais je préfère être modeste, me taire sur les mesures que j'ai déjà appliquées, les mesures que je suis en train d'appliquer. J'ai un comité de suivi au-dessus de ma tête auquel je soumets les mesures préconisées. Ce n'est pas une question de modestie, M. Danfaka. Nous sommes justement des journalistes. Nous avons eu le temps de mener des investigations. Et effectivement, depuis votre arrivée, il y a eu beaucoup d'économies qui ont été faites. Il y a une nouvelle dynamique qui est impulsée. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le premier manager malien à diriger cette société. Ça veut dire quelque part que votre expertise, que votre sens très élevé du management a été reconnu. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée? Mazam existe depuis 12 ans. Je suis effectivement le premier Malien à la tête de l'entreprise. Ce qui a changé d'abord, c'est essayer de maîtriser tous les coûts, maîtriser les charges, tout en préservant le bien-être des agents. Et je pense que c'était facile, parce que vous savez, généralement, quand vous avez affaire à une société florissante, les prestataires se disent c'est la vache laitière. Les remises vont de 20% sur les prix unitaires à 45% sur les prix unitaires. Il y a des contrats que j'ai dénoncés parce que c'était des fonds perdus. Et aujourd'hui, si ça a reçu une viabilité, une gestion rationnelle des dépenses, gage aujourd'hui d'une certaine pérennité de l'entreprise. Je le pense. Nous verrons d'ici quelques mois les effets, l'impact réel de décisions prises. D'accord. Kébé, je reviens un peu vers vous pour parler un peu de communication parce qu'aujourd'hui, c'est la plaie dans la gestion de toutes les entreprises, les services publics, les gouvernements. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour améliorer la communication institutionnelle? Je vais vous dire une boutade, il faut communiquer. Il faut communiquer, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans l'optique journalistique, c'est-à-dire juste informer la population. Il faut prendre cette habitude d'être dans une communication beaucoup plus stratégique, beaucoup plus réfléchie en amont, ne plus être dans la dynamique de, malheureusement, mettre en œuvre des plans de communication, mais créer des stratégies de communication. Une fois que cette dynamique-là est impulsée, la communication va d'elle-même et les personnes ou les populations vont adhérer à toutes les politiques que nous pouvons éventuellement mettre en place. Le deuxième niveau, je l'ai dit tantôt, il faut que nous prenions l'habitude de laisser la main aux professionnels de la communication. La dynamique est très bonne, surtout au niveau de l'État, au niveau de beaucoup d'entreprises aussi dans le secteur privé, d'avoir des chargés de communication. Donc j'espère que cette dynamique va être poussée, particulièrement au niveau de l'État, faire en sorte que ces chargés de communication soient pourvus de budget, parce que malheureusement, beaucoup sont nommés dans les ministères, surtout chargés de communication, sans qu'il y ait véritablement de budget alloué à la communication. Donc s'il y a des pistes à explorer, c'est déjà à ce niveau-là. Comme j'ai dit, l'environnement réglementaire est très très bon au Mali parce qu'on a un certain nombre de politiques sectorielles en lien avec l'économie numérique, en lien avec la communication, qui doivent permettre un plein épanouissement de ce secteur-là. Les acteurs dans le privé commencent à être beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. On a des acteurs aujourd'hui qui veulent montrer à différents partenaires, étatiques ou non, qu'ils peuvent faire le travail, donc il faudra aussi leur faire confiance. Mais un élément qui est très important que je retiens de ce que disait tout de suite M. Dafaga, c'est que la communication, à la fois, elle est importante, mais en même temps, tout ne se dit pas à tout moment. Il a dit, il y a des problèmes, il y a eu des problèmes de communication au niveau de l'ASAM. Lui, il est en train d'avoir des résultats, mais ce n'est pas peut-être le moment de le dire. Donc ça, c'est des éléments assez importants. Ça veut dire qu'au niveau de l'ASAM, il y a une réflexion stratégique au niveau de la communication. Et c'est cette dynamique-là qu'il nous faut aujourd'hui impulser au niveau de tous les acteurs. Ne pas rester dans son carcan et espérer que les autres vont venir. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, on a beaucoup de télés qui sont en train de se mettre en place. On a différentes émissions aujourd'hui pour promouvoir toutes les initiatives, notamment celle-ci. Donc l'idée, c'est de ne pas rester dans son coin et de venir présenter ce qu'on fait de bon et ce qu'on fait de bien. Merci Kébé. Nous l'avons dit, ce magazine a pour vocation de donner de la visibilité aux grands acteurs du développement. Donner de la visibilité aux grands acteurs du développement implique mettre en lumière les belles initiatives qui s'opèrent à divers niveaux. Nous vous proposons à l'instant de suivre un reportage très intéressant qui a pour vocation aujourd'hui de sauver des espèces en voie de disparition. Nous sommes à Kéniéba, un cercle de la région de Kaï, situé à 481 km de Bamako,
plus précisément dans le complexe minier de Lulu-Gongoto. Un espace de plus de 4000 hectares dans lequel cohabitent en toute quiétude les hommes et les espèces animales, notamment les babouins, les singes verts et les singes rouges. Des espèces en voie de disparition qui y prolifèrent en raison de l'environnement un peu plus favorable. La mine, dans son égard vis-à-vis de la législation forestière, a pu conserver à la hauteur du souhait des spécimens, n'est-ce pas, des primates, et de façon spécifique les bambouins. Alors, les conditions étant créées au niveau de la mine, en termes de nourriture, en termes de quiétude, en termes de sécurité, alors la population de ces primates est devenue très importante. Au stade de cette opération, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce qu'il n'y a pas eu d'accident là-dedans, ni pour les espèces de la faune, ni pour les populations. Au-delà des appréhensions, le plus souvent caricaturées ou subjectives, les sociétés minières sont respectueuses de l'environnement. La protection de la biodiversité et de la faune occupe une place importante dans la politique environnementale de Barrick. Cela se justifie assez aisément à travers cette initiative de capture et de translocation de certaines espèces de singes menacées vers d'autres sites aménagés. L'alternative, c'était ou bien tuer ou bien capturer. Bon, parce qu'ils ont un sens éco-citoyen, c'est pourquoi ils ont tenu à capturer et à procéder à la translocation. Et puis en venant, j'ai été vraiment surpris de voir qu'il y a assez de faune, surtout la faune aviaire. On avait assez de pintades, mais qui ne sont pas effrayés par le passage des gens. Donc c'est une très bonne chose et c'est une très bonne initiative et c'est quelque chose à encourager. Il est totalement interdit de chasser ou d'apprivoiser les animaux sauvages qu'on trouve sur le terrain ici. Nous avons aussi dans notre politique environnementale une stratégie d'amélioration continue. Donc à chaque fois, nous revoyons un peu ce que nous sommes en train de faire pour encore toujours essayer de mieux faire. Et je pense que ceci est le résultat de tout ça aujourd'hui. Les actions de Semino sont en train de provoquer ou de créer les conditions de retour de cette faune sauvage. Aujourd'hui, c'est les bambouins. Demain, ce sera les antilopes. Après, demain, ce sera les grands mammifères. Nous souhaitons vivement que cette action soit pérennisée. Les autorités subrégionales, régionales et nationales en charge de la question environnementale se réjouissent des efforts déployés par le groupe Barrick dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité et de la protection de la faune. Les initiatives en la matière, espèrent-elles, porteront dans la durée sur des perspectives de développement de l'écotourisme ou des cas d'école pour les autres sociétés minières. Quand vous observez à vol d'oiseau, vous voyez qu'à l'intérieur du périmètre qui est clôturé, les ressources ligneuses sont en bon état. Mais derrière le grillage, vous voyez, c'est un désert. C'est un désert. Donc, c'est des expériences vraiment à multiplier. Et nous sollicitons même la société minière, en partenariat avec l'État, de prendre une zone tampon tout autour de leur périmètre, à protéger pour pouvoir étendre aussi les aires protégées. Si on fait une projection, dans 5 ou 10 ans, le tourisme synergétique se fera ici. Parce qu'on a vu des sangliers, on a vu des gorilles, pas des gorilles, des babouins. On a vu presque toute la gente ailée qui était là. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose à encourager. Et puis c'est assez rare, parce que les miniers, ils n'ont pas la réputation de préserver l'environnement. Au moins, ceci quand même, je peux le dire quand même, ils préservent et l'environnement et la diversité biologique. Il y a des portions un peu disséminées dans le périmètre qui constituent vraiment de bons habitats pour protéger la faune. C'est pour ça que nous voyons avec la décharge la prolifération des singes, les 3 types de singes, les babouins, les singes verts, les singes rouges. Il y a d'autres espèces animales aussi qu'on rencontre dans le périmètre. Et au finish, dans 5-10 ans, on pourra organiser le tourisme synergétique, amener des gens de la grande ville pour qu'ils viennent observer la faune dans ce périmètre minier. Et d'ailleurs, nous sommes vraiment émerveillés par ce qu'on a vu sur le terrain. D'ores et déjà, depuis notre arrivée, le long des routes, c'est une première fois qu'on rencontre des pintades, des bambouins et d'autres espèces de faune sauvage qui ne fuient pas. Ça veut dire qu'ils sont à l'abri des braconnages. Ça veut dire qu'ils sont à l'abri de tout bruit
ça veut dire qu'ils sont aussi dans un habitat propice. Là c'est important. Ensuite, les activités menées par ce Milo cadrent avec la politique nationale forestière. Ça prend aussi en compte notre souci dans la mise en œuvre de la politique de conservation de la diversité biologique au Mali. Sur les 600 sujets identifiés dans le complexe minier de Lolo-Gongoto, 200 seront capturés et transférés vers d'autres sites présentant les mêmes similitudes en termes d'environnement et de sécurité. À ce jour, 56 babouins ont été capturés et relâchés. À travers cette action, Barrick réaffirme encore une fois sa volonté d'exercer son activité minière dans le plus grand respect de l'environnement. Monsieur Dafara, nous sommes toujours à Kéniéba. L'originaire de Kéniéba a forcément quelque chose à dire face à une telle initiative. Oui, c'est effectivement une très bonne initiative dans la mesure où, depuis les années 70, la faune, en raison de la chasse à outrance et de la sécheresse, s'est déplacée en traversant la Falémé pour aller de l'autre côté, chez nos voisins sénégalais, dans ce qu'on appelle le parc de Niokolo-Koba. Mais si aujourd'hui on peut créer des périmètres protégés afin de sauvegarder et de préserver la vie de la faune et permettre la démultiplication de cette même faune, ce n'est que de bénéfice pour l'État. Kébé, je reviens toujours sur la communication. Elle est nécessaire. Est-ce qu'il fallait forcément faire savoir cette initiative? C'est une belle initiative, vous l'avez dit. Le reportage prouve que c'est une belle initiative et il faudrait que ce soit su pour deux raisons. La première, parce que la mine d'or qui met en œuvre ce projet n'est pas la seule mine d'or au Mali. Donc, donner l'envie aux autres mines, justement, de copier, j'ai envie de dire, ou même de mettre en œuvre d'autres initiatives dans le domaine de la protection de l'environnement, c'est très, très important. Mais la deuxième chose aussi, c'est de présenter aux décideurs qu'il est possible d'inverser la courbe aujourd'hui au niveau de l'environnement. Vous savez, il y a eu un certain nombre de choses, un certain nombre d'initiatives au niveau mondial. Il y a une alerte qui est donnée sur la question de la protection de l'environnement. Donc, chacune des initiatives maliennes qui peuvent être mises en lumière, il faut le faire pour qu'à l'international, les décideurs, les acteurs puissent savoir que le Mali déjà est engagé pleinement dans cette voie-là de la protection de l'environnement et du développement durable. Nous revenons sur la ZAM avec le directeur général pour parler des perspectives. Nous avons eu écho de l'IAMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique. Parlez-nous-en un peu. Merci Maïga. Mais avant de passer à ZAM, j'aimerais dire qu'il est nécessaire que ces sociétés minières-là se mettent en relation avec la partie sénégalaise, puisque toute la faune se trouve actuellement de ce côté-ci, afin de pouvoir acheminer d'autres espèces vers le Mali. Donc, pour revenir à ZAM, effectivement, pour pérenniser l'entreprise, parce que vous savez, quand le trafic croît, le chiffre d'affaires croît, mais quand le trafic baisse, le chiffre d'affaires baisse aussi. ZAM a investi dans ce qu'on appelle l'Institut africain des métiers de l'aérien, qui a été créé en 2005 avec comme juste actionnaire ASECNA, à travers ASECNA Service et Air France. Et l'État n'a pas pris d'action dans cet institut, et ZAM se trouve être le plus gros client de l'Institut. Donc, ZAM a jugé nécessaire d'être actionnaire de référence, ce qui fait qu'aujourd'hui, ZAM a racheté 55% du capital de Yama, laissé 10% à Air France et 35% à ASECNA, qui est un organisme sous-régional bien réputé. Donc, ça nous permet d'avoir le label qualité d'Air France, l'expérience et l'expertise de l'ASECNA. C'est un institut qui ne prend pas des étudiants sur l'année, mais nous faisons des formations pour toute la sous-région, ainsi que nos propres agents. Merci M. Danfaka, merci M. Kébé, merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine dédié aux grands acteurs du développement. Merci à vous.